Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au cœur de l'histoire. On commémore cette année le 90e anniversaire de la Marche du sel de Gandhi. Le célèbre leader indien organisa cette manifestation avec ses disciples pour aller puiser de l'eau salée dans la mer d'Oman. C'était une protestation pacifique contre la taxe sur le sel, une de ses multiples façons de s'opposer à l'occupant britannique de l'Inde. Mais je vais vous raconter un épisode beaucoup moins connu de la vie du Mahatma, la grande âme en sanskrit, dans la dernière période de son existence. Il s'agit de la confiance qui se transforma en amitié entre Gandhi et celui qui aurait pu lui sembler le plus opposé, Lord Mountbatten, qui avait été chargé par le roi George VI et son gouvernement de négocier l'indépendance de l'Inde en 1947. Le 17 janvier 1948, Gandhi poursuit une énième grève de la faim. Cette fois, il l'avait faite pour que le nouveau gouvernement de son pays, l'Inde, règle au Pakistan une importante somme d'argent qu'il s'était engagé à lui verser. L'argent est enfin payé, mais Gandhi continue sa grève car il attend d'autres preuves de bonne volonté du gouvernement indien à l'égard des musulmans résidant en Inde. Le même jour, il reçoit la visite de Lord Mountbatten et de son épouse Edwina. Bien qu'affaibli, Gandhi les accueille avec un trait d'humour. « Ah, il faut que je me mette à jeûner pour que la montagne vienne à Mahomet ?» La montagne et son épouse ont une très longue conversation avec lui. Edwina est affolée par l'état de faiblesse de Gandhi. Son mari lui répond « Ne sois pas triste. Il fait ce qu'il a décidé de faire. C'est un petit homme très, très courageux. » Le même jour, les représentants de toutes les communautés de Delhi signent la charte sur le respect des droits et de la sécurité des musulmans. Le Mahatma est heureux d'avoir eu gain de cause. Il peut recommencer à s'alimenter. 13 jours plus tard, 30 janvier, à 17h23, alors qu'il se rend à sa prière quotidienne dans le jardin de Birla House, la propriété où il réside, Gandhi est abattu de 3 balles de pistolet tirées à bout portant. C'est Lord Mountbatten qui raconte. Je venais juste de rentrer de Madras dans l'après-midi. J'ai d'abord entendu dire que Gandhi avait été victime d'un attentat, et puis très peu de temps après, qu'il était mort. Je n'étais pas seulement consterné, j'étais absolument pétrifié. Je me suis immédiatement rendu à Birla House, qui était déjà entouré d'une foule considérable. Au moment où j'allais entrer dans la maison, où reposait le corps, quelqu'un dans la foule a crié « C'est un musulman qui a fait le coup !» Je me suis immédiatement retourné et j'ai dit « Imbécile, tu ne sais pas que c'est un hindou ?» Je n'en savais rien, bien sûr. Personne ne pouvait le savoir à ce moment-là. Mais une chose au moins était sûre, si c'était un musulman, nous étions perdus. Ce serait la guerre civile, à coup sûr. L'assassin était effectivement un hindou, un fanatique. Mountbatten est très inquiet. Il pense que le Premier ministre Nehru est désormais bien seul et très exposé. Il faut qu'il prenne la parole. Nehru répond qu'il est trop bouleversé pour le faire. Mountbatten le rassure. Ne vous en faites pas, Dieu vous dictera vos paroles. Personne ne semble vouloir prendre en main les obsèques de Gandhi. C'est Mountbatten qui va s'en occuper. Il sait qu'il y aura d'énormes problèmes d'organisation et de sécurité. Quelle cérémonie! L'Inde nouvelle a perdu son père. Il convainc Nehru qu'il faut une présence militaire pour contenir la foule. Mountbatten lui détache ses Gourkhas, des soldats d'élite originaires du Népal, ainsi que sa garde personnelle pour les assister. Le secrétaire de Gandhi prévient alors que le Mahatma avait émis le souhait que son corps soit incinéré dans les 24 heures suivant son décès. Sa volonté sera exaucée. Le lendemain, à 11h, le corps du Mahatma, recouvert d'un drapeau indien, est chargé sur le châssis d'un blindé tiré par 250 marins. Précédé de 4 automitrailleuses et de la garde du gouverneur général Mountbatten, la dépouille sera suivie par 700 000 personnes. Elles vont parcourir 10 kilomètres jusqu'au champ de la crémation, au bord du fleuve Juma, qui baigne la ville de Delhi. Là, une foule immense attend. Le cortège n'arrivera qu'à 16h devant le grand bûcher de bois de santal.
Mountbatten, sa casquette posée à terre, et sa femme Edwina sont au premier rang, accompagnés de leur fille Pamela. Malgré la foule immense, il n'y aura aucun incident. La mort de Gandhi est un terrible traumatisme pour la très jeune nation indienne. Mais pourquoi Lord Mountbatten est-il présent dans ce moment crucial ? Lors de leur première rencontre à Delhi le 31 mars 1947, on ne peut imaginer parcours plus différent que celui de Mountbatten, alors vice-roi des Indes, et de Gandhi. Ce dernier est né en 1869 dans une famille riche et cultivée. Après avoir étudié à l'université d'Ahmadabad, au nord-ouest de l'Inde, il apprend le droit à Londres, puis revient avec son diplôme d'avocat à Bombay. De 1893 à 1914, il séjourne en Afrique du Sud. Il est le défenseur dévoué des 150 000 Indiens installés dans ce pays. De retour en Inde, il est loyal à l'égard des Anglais pendant la Première Guerre mondiale. En 1919, une manifestation nationaliste indienne à Armistar, tout près de la frontière avec le Pakistan, est violemment réprimée par les Britanniques. Il y aura 379 morts et 1 millier de blessés. Gandhi est alors révulsé. En juillet 1920, il appelle à une campagne de non-violence et de non-coopération. Il recommande la non-participation aux emprunts, la grève des tribunaux, le boycott des écoles anglaises et le refus de tout poste civil et militaire. Et il devient l'âme du mouvement indépendantiste. Après le congrès de son mouvement à Delhi en 1922, Gandhi est arrêté. Ici se forge sa légende. Il apparaît plus comme un saint que comme un héros national. Désormais, sa vie sera une succession de revendications toujours non violentes, de désobéissance suivie, chaque fois d'un nouvel emprisonnement. 3 fois incarcéré entre 1932 et 1933, il fait sa première grève de la faim pour attirer l'attention sur la situation des intouchables, ces exclus du système des castes qui vivent comme des moins que rien. Puis, de 1934 à 1939, Gandhi se retire de la vie politique, il la juge contraire à son idéal. Mais au début de la Deuxième Guerre mondiale, comme le Royaume-Uni a refusé de s'engager sur la voie de l'indépendance de l'Inde, Gandhi déclenche une nouvelle campagne de désobéissance civile. Les Japonais étant aux portes de l'Inde, Gandhi est arrêté en août 1942 et il est emprisonné jusqu'à mai 1944. Il tente alors de négocier avec le parti musulman de Muhammad Ali Jinnah, le leader politique connu comme le fondateur du Pakistan, car dans le cas où l'Inde deviendrait indépendante, ce qui semble se profiler, il ne veut à aucun prix de la partition de son pays. Pourtant, Gandhi n'arrive à aucun résultat dans cette négociation, mais son aura n'en est pas affectée. Il reste l'homme qui défend l'indépendance de l'Inde depuis 1919 avec abnégation. Son désintéressement est total. Il vit dans la plus grande simplicité. Pour tous les hindous, il reste l'âme de leur combat pour l'indépendance. C'est pour cela que le vice-roi des Indes, Lord Mountbatten, à peine arrivé à Delhi, veut le rencontrer. Dicky Mountbatten est l'arrière-petit-fils de la reine Victoria, apparenté à presque toutes les familles royales d'Europe. Il est un personnage aussi flamboyant qu'énergique et charismatique. Pendant la guerre, commandant en chef des forces alliées du Sud-Est asiatique en 1943, il va chasser définitivement les Japonais de l'océan Indien. Considéré comme l'un des plus grands marins anglais de la Deuxième Guerre mondiale, sa victoire lui vaudra le titre de Lord of Burma, Lord de Birmanie. Mais Dicky n'est pas qu'un guerrier, il est aussi un organisateur hors pair. Assisté de son épouse Edwina, il a la mission de libérer et de prendre en charge les prisonniers de guerre alliés victimes des mauvais traitements de l'occupant japonais. Le couple se comportera avec autant d'efficacité que d'humanité, une expérience qui leur sera utile en Inde, vous allez bien vite comprendre pourquoi. En effet, alors qu'il pensait rejoindre son commandement d'amiral en Méditerranée, le roi George VI et son premier ministre Clément Attlee demandent à Lord Mountbatten d'accepter le poste de vice-roi des Indes pour négocier l'indépendance du plus beau joyau de l'Empire britannique. Dicky et Edwina débarquent à Delhi le 22 mars 1947. Ils remplacent le général Wavell qui n'a pas démérité. La passation de pouvoir est plus que courtoise. Dicky et Edwina ont l'extrême délicatesse de venir dire au revoir au couple Wavell à l'aéroport de Delhi avant qu'ils ne s'envolent pour Londres. Le lendemain, 31 mars,
a lieu la cérémonie de l'intronisation du nouveau vice-roi des Indes dans le somptueux palais de Delhi. Uniforme, décoration, tiers de diamants pour les Udvina, c'est éblouissant, mais bref, un quart d'heure. Le nouveau vice-roi n'a pas de temps à perdre. Il a déjà constitué son équipe et veut s'entretenir d'urgence avec les piliers de la politique indienne. Le premier sera Nehru, qui dirige le gouvernement de coalition provisoire. Le deuxième, Patel, est président du parti du Congrès et ministre de l'Intérieur de Nehru. Le troisième sera Gandhi. Exceptionnellement, Edwina assistera à l'entretien. Le Mahatma apparaît. C'est un vieil homme aux lunettes rondes, enveloppé dans un tissu blanc. D'après Edwina, il ressemble à un moineau triste perché sur le bord de son fauteuil. Ce jour-là, on ne parlera pas de l'avenir de l'Inde, mais on fera connaissance. Dicky raconte à Gandhi que lors de son voyage en Inde avec le prince de Galles, le futur Édouard VIII, en 1921, il avait souhaité lui rendre visite, mais on le leur avait interdit. Cela fait rire Gandhi, mais ne l'étonne pas. Ensuite, Dicky lui fait évoquer ses jeunes années, ses débuts politiques en Afrique du Sud, la manière dont il avait constitué son mouvement indépendantiste. Au final, l'entrevue dure 2 heures, et les journalistes sont persuadés qu'ils n'ont parlé que du sort de l'Inde. Mais les deux hommes avaient fait mieux, ils s'étaient découverts et ils s'étaient compris. Leur deuxième entrevue est l'occasion de se recentrer sur le cœur du sujet, l'indépendance de l'Inde. Gandhi supplie Mountbatten de n'accepter en aucun cas la division de l'Inde. Il lui dit que pour arranger les choses, on pourrait donner la direction du gouvernement au chef du parti musulman, Jinnah. Dans un pays où les musulmans sont nettement minoritaires par rapport aux hindous, c'est totalement impossible. Mais Mountbatten, qui est fasciné par Gandhi, ne veut pas le heurter en refusant sa proposition. Nehru se chargera de le lui dire. Mountbatten a un objectif, il veut gagner la confiance de Gandhi. C'est chose faite quand Gandhi propose à Mountbatten de devenir chef de l'État indien après l'indépendance pendant au moins 1 an afin de servir d'arbitre et de guide. Une proposition incroyable et totalement irréaliste, mais qui touche infiniment le vice-roi. Il a gagné la confiance et même l'amitié du Mahatma. Les négociations pour la partition de l'Inde entre 2 États seront rudes et difficiles, n'apportant aucune satisfaction aux 2 parties. La dernière version sera remaniée plusieurs fois avant d'être présentée à George VI et à Attlee. Il n'y aura finalement que 2 entités, l'Inde et le Pakistan, l'Inde hindoue et le Pakistan musulman. 2 grands États, le Pendjab à l'ouest et le Bengale à l'est, seront tous 2 divisés entre l'Inde et le Pakistan. Une commission spéciale sera chargée de fixer les tracés des frontières. Les 565 Maharajas et leurs principautés devront choisir entre l'Inde et le Pakistan. Enfin, le Pakistan et l'Inde auront le statut de dominion indépendant à l'intérieur du Commonwealth. Il est évident que ce partage ne peut que désespérer Gandhi. Il dénonce publiquement ce plan de partition, même il le condamne. Le prestige du Mahatma parmi les foules hindoues et musulmanes est tel que personne, pas même le parti du Congrès de Nehru, n'osera passer outre son refus. Mountbatten le sait. Sitôt revenu de Londres avec l'approbation du roi, du gouvernement et du Parlement sur le plan du partage, il écrit à Gandhi qu'il souhaite le voir. Gandhi lui répond qu'il lui rendra visite le lundi 2 juin à 12h30. Précis comme une pendule, le Mahatma se perd sur son fauteuil à l'heure dite. Mountbatten lui expose les détails de son plan et l'importance de ne pas le faire échouer. Gandhi sort alors de sa tunique plusieurs morceaux d'enveloppe et un crayon. Et il lui écrit le message suivant. « Je suis désolé de ne pouvoir vous parler. Lorsque j'ai décidé de faire du lundi mon jour de silence, j'avais prévu 2 exceptions. Le cas où je devrais parler à des hauts fonctionnaires d'affaires urgentes et la nécessité de m'occuper de personnes malades. Mais je sais que vous ne souhaitez pas que je rompe mon silence. Ai-je dit un mot contre vous lors de mes discours ? Si vous admettez que je ne l'ai pas fait, alors votre mise en garde est superflue. Il y a 1 ou 2 choses dont je dois vous parler, mais pas aujourd'hui. Si nous nous revoyons, je parlerai. »
Mountbatten est soulagé, Gandhi ne fera rien pour empêcher la partition. Le vice-roi et les principaux leaders politiques vont annoncer à la radio que l'indépendance et la partition de l'Inde, le transfert de pouvoir entre le Royaume-Uni et les deux nouveaux États, l'Inde et le Pakistan, s'effectueront le 15 août 1947. Le 4 juin, Gandhi, qui voit l'anéantissement de son rêve qui aurait été l'œuvre de sa vie, une Inde indépendante et unie, déclare pourtant à ses fidèles « Le gouvernement britannique n'est pas responsable de la partition. Le vice-roi n'y est pour rien. Si nous tous, hindous et musulmans, sommes incapables de nous entendre sur une autre solution, alors le vice-roi n'a pas le choix. » Mountbatten est évidemment touché de cet appui essentiel. L'indépendance de l'Inde est effectivement proclamée le 5 août 1947. Après avoir été le dernier vice-roi des Indes, Mountbatten en devient le premier gouverneur général. La partition entraîne particulièrement au Pendjab et au Bengale d'immenses mouvements de population. Les musulmans quittent l'Inde, les hindous quittent le Pakistan. Il y aura de terribles massacres, des bombes dans les trains, des milliers de réfugiés à gérer. Mountbatten supplie alors Gandhi de se rendre au Bengale pour tenter de calmer les esprits. Le Mahatma s'installe dans une masure de Calcutta, au milieu du quartier des Intouchables. Des processions d'hindous et de musulmans viennent l'entendre. Grâce à lui, les émeutes redoutées n'ont pas lieu. Mountbatten, reconnaissant, écrit à Gandhi « Au Pendjab, nous avons une force frontalière de 55 000 soldats qui devront faire face à des émeutes sur une grande échelle. Au Bengale, nos forces se composent d'un homme. Il n'y a pas d'émeute. Permettez-moi, en tant qu'officier et administrateur, de rendre hommage à la force frontalière d'un seul homme. » On sait que les mois suivants sont difficiles tant pour le gouverneur général que pour le Mahatma. Les émeutes à calmer, les réfugiés à accompagner, les épidémies à juguler pour Mountbatten. Pour Gandhi, le désespoir de voir musulmans et hindous se dresser les uns contre les autres dans une Inde fracturée. Ils ont fait l'un et l'autre leur devoir. Ils le savaient, ils s'estimaient. Pour les Mountbatten, la mort de Gandhi fut une tragédie. Si cette plongée au cœur des destins croisés de Gandhi et de Lord Mountbatten en Inde vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.